Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons parler de Versailles, qui parachève et couronne le modèle français. Symbole d'une monarchie française à son apogée, le château de Versailles, longtemps copié, partout admiré, incarne à la quintessence la notion si française de grandeur, qui apparaît trop grand à ceux qui pensent petitement. À toutes les gloires de la France, la dédicace inscrite au fronton des pavillons les plus récents de Versailles, côté ville, disent bien la destination ultime de ce château, de ses jardins, de ce domaine au-dessus des autres. Le roi des Français, Louis-Philippe Ier, en décida ainsi lorsqu'en juin 1837, il inaugura en grande pompe les galeries historiques qu'il venait de concevoir en lieu et place d'anciens appartements princiers et qu'il dédiait, certes sans user du terme, à l'identité française. Toutes les gloires de la France, militaire d'abord, mais aussi politique, artistique, scientifique, le roi bourgeois avait souhaité déroyaliser Versailles et en offrir l'immense dépouille au peuple. Hélas pour lui, ce projet fit long feu. Sans doute avait-on négligé l'imprégnation monarchiste en ces lieux tout sculptés, tout dorés. C'est aussi que pendant exactement 100 ans, de mai 1682 à septembre 1715 et de juin 1722 à octobre 1789, le château de Versailles avait hébergé, magnifié, symbolisé la monarchie française de droit divin, de son apogée sous Louis XIV à son crépuscule sous Louis XVI. Résidence principale de la cour, mais également siège du gouvernement, l'ancien pavillon de chasse de Louis XIII, agrandi sans cesse, embelli par son fils, puis remanié de fond en comble à partir de 1668, avait fini par s'imposer comme une sorte d'épicentre politique et culturel, non seulement du royaume, mais de tout un continent qui, fasciné par l'éclat du grand roi, s'était mis à l'heure versaillaise. L'Europe entière devait conserver, durant des décennies, les plus brillantes, sans doute, de la civilisation occidentale, les yeux rivés sur la cour de marbre, l'antichambre de l'œil de bœuf et cette grande galerie que plus tard seulement on renommera Galerie des Glaces. Les trois le veau, le nôtre et le brun, mais aussi l'architecte Ardouin Mansart, les fontainiers Francine, et puis les peintres Coppel, Blanchard, les sculpteurs Girardon, Cossevox, Tuby, entre autres. Tous ces talents incandescents concourent à faire éclore une merveille indépassable. Du reste, Versailles survit par sa perfection à la Révolution française, et sa fameuse galerie accueillera toujours par la suite la proclamation de l'Empire allemand en 1871 et la signature de la paix de 1919, ainsi que des solennités d'État, visite de la reine Victoria en 1855, du tsar Nicolas en 1896 et du président Kennedy en 1961. La constitution de la Troisième République sera votée dans ses murs, 4 assemblées y siégeront à plein temps, 15 présidents de la République s'y feront élire. Pour cela, il aura fallu maintenir hors des eaux ses bâtiments, entretenir ses boiseries, soigner ses marbres, restaurer ses dorures et les patiner. 2 remarquables conservateurs, Pierre de Nolac et Gérard van der Kamp, auront, chacun à sa manière, et pendant 20 années chacun, présidé aux destinées d'un musée d'histoire devenu lieu de mémoire, puis conservatoire des arts décoratifs de ces XVIIe et XVIIIe siècles, que l'on pourrait réunir sous le vocable de grand siècle. Avec nombre de leurs confrères et des dizaines d'architectes, de paysagistes, de mécènes, de restaurateurs et d'artistes, ils auront fait en sorte que le grand legs royal nous parvienne en bon état, et que les petits Français d'aujourd'hui puissent, en venant respirer l'odeur de cire de ces parquets, la poussière de ces tentures, les parfums de cette orangerie, se mettre à l'école des grands Français. Trop grand peut-être pour notre époque. Le fait est qu'à Versailles, tout est grand. Grande galerie, grand dessin, grande haut, mais aussi grand chambellan, grand aumônier. Même les cuisiniers prennent ici le nom de grand commun. N'y voyons nulle boursouflure. Louis XIV et ses contemporains n'étaient pas frappés de mégalomanie. L'adjectif fait chez eux référence au caractère imminent de la fonction. Les gens du grand siècle, admettons-le, n'aiment pas le médiocre. Et lorsqu'ils ont le choix, préfèrent toujours faire un petit peu trop grand qu'un petit peu trop petit. Et je vais citer Pierre Gaxotte à propos du génie de Versailles.
Qu'on dise ordre, mesure, discipline, politesse, on ne se trompera pas. Qu'on dise force, vie, rusticité, grandeur, on aura raison encore. Et peut-être davantage, le secret de sa prodigieuse fortune gîte dans ces grands et multiples différences qu'il combine en soi. Versailles, ou la combinaison esquisse de ce qui fait la France. Et si le domaine, dès lors, était moins une introduction à l'identité française que son admirable conclusion. Comme devait le noter un fameux critique d'art, Raymond Échaulier, vous engagez à déchiffrer le secret du roi dans les galeries décorées par Lebrun, sur la façade de Mansart, au bosquet de Lenôtre, avant d'avoir goûté Racine et Watteau, Lully et Rameau, Verlaine et Fauré, le royaume des lys de Toulouse à Nancy, de la Provence au Valois. C'est mettre proprement la charrue avant les bœufs. Versailles n'est pas une préface au voyage en France, c'en est une leçon suprême, la sublime conclusion. Pour le dire autrement, Versailles parachève et couronne le modèle français. Il en est le point d'orgue, le rayon vert, peut-être aussi le chant du cygne.